Merci d'être venu à cette petite visite guidée de l'exposition en hommage à Aline Gallier. Avec Arnaud Lefebvre et Anouk Chambard, nous avons organisé cette exposition en hommage à Aline, qui était la seule critique d'art féministe dans les années 70 et début des années 80. Elle est décédée en 2020 et sa disparition a plutôt passé sous silence, ce qui est dommage parce qu'elle était vraiment la seule personne à s'occuper des artistes femmes entre 1975 et 1985 à peu près. Donc Aline était, quand elle a fait ses études, elle devait se spécialiser et donc elle a choisi l'art textile parce qu'elle avait constaté que l'art textile était vraiment très représenté parmi les artistes femmes contemporaines. Enfin, beaucoup de femmes utilisaient la broderie, la couture, le tricotage. Elles cherchaient à valoriser toutes ces pratiques domestiques pour faire leurs œuvres, le tableau. Elle a consacré une thèse de doctorat, donc justement à l'art textile des femmes. Mais bon, elle ne s'est pas limitée que à cela. Elle a écrit aussi sur le dessin, la peinture, la sculpture, sur absolument tout. Et puis plus tard dans sa carrière, elle s'intéressait à l'art brut, aussi aux artistes hommes. Donc elle a écrit sur énormément de pratiques très différentes. Donc Aline, elle s'est consacrée surtout aux femmes pendant 10-15 ans. Et elle a organisé des expositions, elle a publié des articles. Et je pense qu'elle s'est énormément battue pour donner une visibilité aux femmes. Et elle s'est heurtée à énormément de résistance au niveau des institutions, même des revues d'art qui ne voulaient pas publier ses articles parce que, soi-disant, elle était trop militante. Donc elle a un peu, si je puis dire, elle a peut-être un peu jeté l'éponge dans les années 80. Autre chose que je devrais dire. Donc Aline, elle était professeure à l'université de Paris 8. Elle-même, elle avait fait ses études. Elle avait fait ses études à l'université expérimentale de Vincennes, qui est devenue l'université de Paris 8, après à Saint-Denis. Et donc, une fois ses études terminées et sa thèse soutenue en 1980, elle est devenue professeure à son tour. Et donc, elle avait même donné un cours sur la place des femmes dans l'histoire de l'art. Et puis, elle a voulu avancer au sein de l'université. Elle était maître de conférence, elle voulait postuler pour un poste de professeur qu'elle n'a pas eu. Et je pense que c'était à partir de ce moment-là où elle a vraiment commencé à prendre de la distance par rapport à tout ce travail qu'elle avait fait sur les femmes, parce que c'était pour cette raison-là. Elle a fait sa thèse sur les femmes, donc on ne voulait pas d'elle, parce qu'à l'époque, c'était un sujet sociologique et pas vraiment un sujet qui concernait l'art plus précisément. Donc pour cette exposition ici, nous avons réuni des œuvres de 27 artistes qui étaient liés d'amitié avec elle, ou sur lesquels elle a écrit dans les années 70 et 80. Donc il y a des œuvres textiles, mais il y a de tout. Je pense que la chose intelligente à faire serait comme il y a deux artistes avec nous ici, il y a Danielle Blanchemande et aussi Dorothy Seltz, et je pense que ça serait bien de passer la parole à Danielle Blanchemande, qu'elle parle de son travail. Oui, voilà. Mais moi j'aimerais bien entendre parler des autres aussi. Mais non, mais justement que tu parles de toi en premier, voilà. après à Dorothée. Je vais expliquer
parce que ça répond à une question d'Arnaud, qui m'a demandé si le cardigan d'Aline, c'était un vrai cardigan, ou si ce n'était pas un vrai cardigan. Alors, ça n'est pas un vrai cardigan, parce que moi, j'ai toujours travaillé la toile de lin, et j'ai toujours préparé mes toiles moi-même. C'est-à-dire que j'ai acheté la toile brute, que j'ai appris à préparer mes toiles avec un peintre mexicain qui après est devenu directeur des Beaux-Arts de Oaxaca et qui était très maniaque sur la préparation des toiles. Et dans la colle de peau et l'eau, il faisait ajouter un certain nombre de produits naturels, mais des produits de façon à ce qu'entre la couche de peinture et la toile ne s'infiltre pas des microbes ou des micro-organismes. Alors, je vous en parle parce que Aline est venue pour la première fois dans mon atelier alors que j'étais en train de préparer cette colle de peau. Alors, dans cette colle de peau, il y a la colle de poisson, bien sûr, mais il y a aussi des gousses d'ail, des piments, différentes choses comme ça. Alors, vraiment, quand vous le préparez et que c'est à point, ça sent très mauvais. Mais vraiment très mauvais. Et quand elle est rentrée dans mon atelier, comme il n'était pas très grand, évidemment, ça sentait très fort, elle m'a dit « Quelle horreur, on dirait un chaudron de sorcière !» Alors, je lui ai dit « Oui, mais c'est une sorcière qui garantit la longévité des toiles. Donc, on le garde. » Donc, je vais commencer par le petit cardigan d'Aline, parce que c'est là que j'ai connu Aline Dallier. Elle avait vu plusieurs de ces toiles qui étaient exposées dans un endroit qui s'appelait Art et Regard des femmes, qui était un groupe féministe où on voulait à la fois avoir un endroit pour travailler, nous, et pour surtout faire des expositions, et surtout monter des cours pour des femmes qui voulaient apprendre à peindre, à dessiner, à sculpter, et qui n'avaient pas ni les moyens financiers, ni des fois le temps. C'est-à-dire qu'il y avait des braves ménagères qui venaient en ayant fait leur rata et après qui venaient passer 1 heure l'après-midi. Donc c'était très intéressant parce que ça donnait à l'art tout un tas de niveaux qui étaient des niveaux très enrichissants. Moi j'ai été très attristée par des femmes qui sont venues me dire on aurait aimé être peintre et puis on peut pas, j'ai 4 enfants, mon mari déjà, c'est très difficile que je vienne 1 heure l'après-midi. Et c'est en plus, quand on a vu le travail que ces femmes faisaient après les cours qu'on a donnés, on a vu que c'était des gens doués. Donc c'est ça qui était très, très regrettable. Bon, donc j'avais exposé tout un travail sur le blanc, parce que j'ai travaillé sur le linge de la famille. Le linge que existait dans les familles, maintenant ça n'existe plus de cette façon, mais moi je l'ai vu au niveau de ma mère et de ma grand-mère qui étaient avec des draps blancs, avec des monogrammes, et puis il y avait des torchons, pas n'importe lesquels, etc. Bon, maintenant on a des jolis draps à fleurs, c'est très joli, mais ça ne me permettrait pas de travailler. Donc là, ça m'a permis de fixer quelque chose qui, pour moi, était lié à la mémoire. Alors, Aline a vu cette exposition à Art et Regard des femmes. Moi, j'ai tâché de ne pas être trop longue. Et je ne le savais pas. Et elle avait mis dans sa thèse cette toile. Donc, par contre, elle avait mon adresse à Art et Regard des femmes. Donc, elle m'avait envoyé une invitation pour aller à sa soutenance de thèse, qui était à Vincennes. Le président de thèse, c'était François Châtelet, c'est-à-dire une sommité de l'époque. Hein. Et ça se passait dans un grand amphithéâtre. Hein. Et moi, je ne la connaissais pas, je m'étais mis un peu en haut. Et en plongeant sur la droite, je voyais des gens. Puis je voyais une dame blonde qui tournait la tête beaucoup et tout. Et je demande à des gens, est-ce que cette dame est Aline Dallier? Alors on m'a dit oui. Ah, donc je l'ai regardée pendant toute sa soutenance et j'ai regardé son pull vert. Parce qu'elle avait un cardigan, alors j'ai du mal avec mon bras là parce que j'ai un problème, mais elle avait un cardigan dont elle attrapait les 2 manches sans arrêt
pour l'étirer jusqu'à ce que ça soit quasiment étouffant. Alors, ça m'avait impressionné. Et plus tard, après ce travail-là, j'ai fait un travail de portrait vêtements. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je regardais et puis je voyais un de leurs vêtements que je voyais correspondre et exprimer physiquement leur attitude, etc. J'ai fait par exemple, le portrait de Charlotte Calmis, que j'ai vu un jour traverser un salon, qui était une femme imposante, impressionnante, qui était une femme très intéressante. Et elle était avec un pull, elle a marché, elle a une espèce de démarche bizarre. Elle s'est arrêtée un moment. Je me suis dit, il faut que je fasse ce portrait. Donc j'ai fait ce portrait. Donc j'ai fait Charlotte. Mais j'avais fait avant Aline, parce que j'avais trouvé ça tellement... Je ne savais pas que j'allais la connaître, hein, mais j'avais trouvé ça tellement curieux de voir cette manière dont elle se serrait tout le temps dans son vêtement. Et quand elle est venue, elle m'a dit, je lui ai dit, voilà, je vous montre votre portrait, ça va peut-être pas vous plaire, mais enfin voilà, c'est vous et votre cardigan à votre soutenance de tête. Alors comme elle avait de l'humour, elle a beaucoup ri. Dessus représente la robe, alors il y a les seins, il y a etc. Et puis il y a les marches de l'église dans la robe, hein, c'est la robe qui continue. Et derrière, il y a le voile qui est mis d'une certaine façon, qui se replie sur la robe, et là il y a un grand bouquet de fleurs. Alors le grand bouquet de fleurs, c'est le bouquet de la mariée, mais au lieu d'être frais et pimpant, il est complètement passé. Et le titre, ça s'appelle Nœud conjugal. C'était robe de mariée, nœud conjugal. Alors, ce qui était drôle, c'est que ces toiles-là ont été exposées à l'église de la Madeleine à Gennevilliers. L'église de la Madeleine à Gennevilliers, à l'époque, c'était... comment elle s'appelle, la directrice des galeries à Gennevilliers? Madeleine Van Dorel. Ah oui, Madeleine Van Dorel. Comment? Madeleine Van Dorel. Oui, Madeleine Van Dorel, voilà. C'est Madeleine qui était venue, qui avait vu ma robe de mariée et qui me l'a fait apporter à son église, complètement pas sèche. Les types qui l'ont transporté, je leur ai expliqué, vous allez risquer de vous mettre du blanc. Ils sont partis avec un flacon de térébenthine et puis un tissu pour pouvoir nettoyer les mains. Donc, c'est Madeleine Van Dorel, voilà. Et alors, Madeleine Van Dorel avait la responsabilité de cette église qui appartient à la municipalité, qui s'en sert comme église tous les week-ends, mais qui peut la laisser aux expositions. Et d'ailleurs là, elle a pu exposer des choses magnifiques. Il y avait notamment des grandes toiles. Je prends un médicament en ce moment qui me donne des trous de mémoire, mais il y avait des grandes de Vera Zekeli. Il y avait des grands panneaux de Vera Zekeli, tout le haut de l'église, c'était magnifique. Et ils ont fait venir les écoles, ils ont fait venir les gens. Mais ce qui est le plus drôle et ce que j'ai gardé en photo, c'est qu'il y a un couple courageux que se mariant ce jour-là, qui s'est fait photographier devant le conjugal. Je ne sais pas maintenant, des années plus tard, où ils en sont, mais je me rappelle qu'à l'époque, on avait beaucoup ri, parce que bon, on trouvait qu'ils étaient courageux quand même, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce travail. J'ai fait un certain nombre de choses dans ce travail en blanc. Je ne me rappelle pas de tout, là, bon, j'en suis à la robe de mariée, mais je vais arrêter. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment beaucoup continué les vêtements. Les vêtements. Parce que, bon, on ne peut pas... Ah, si, il y a quand même deux choses que je veux rappeler. Après, je te laisse la parole. J'ai fait... Donc, après les linges comme ça, un peu solennels, etc., j'ai voulu faire les choses du quotidien. Alors, j'ai fait les petites heures du jour. Dans les petites heures du jour, ce sont des petites toiles qui sont à la fois... certaines visibles à l'horizontale, d'autres à la verticale, qui sont avec aussi de la toile décalée. Alors j'ai fait une toile sur le repassage, que je déteste. Donc il y a un côté très bien repassé, puis il y a un côté qui n'est pas encore repassé. Entre les deux, il y a l'empreinte d'un fer complètement brûlée.
C'était pour régler les comptes avec, vous voyez. Et il y avait des choses sur le repas. Par exemple, la toile avec les serviettes, avant les repas, après les repas, avec des choses qui changent. Il y avait le lavage du linge aussi. Alors j'avais ça, il est chez Madeleine Van Dorem. Et alors ça c'est rigolo parce que c'était exposé dans la petite galerie de Gennevilliers et c'est des linges, enfin c'est du lin que j'ai tourné, encollé, etc., peint, et dessus j'avais peint quelques empreintes de doigts. Et il y a une petite fille qui est venue à un moment qui m'a dit « Madame, vous savez, il y a quelqu'un qui a mis des doigts sur votre toile. » Non, ça c'était mignon, ça fait partie des plaisirs. C'était des expositions qui n'étaient pas, comment dire, c'était des grands espaces, hein, donc il y avait pas mal de gens. Et puis j'ai fait aussi, et après j'arrête, non parce que là ça pourrait durer longtemps. J'ai fait les doucettes. Alors les doucettes, c'est les linges que les enfants gardent étant enfants. J'avais été terrorisée par une amie américaine qui avait une petite fille qui, pour s'endormir, mettait dans sa bouche la couverture de laine qu'elle avait dessus. Mais cette couverture de laine, elle la mettait dans sa bouche et elle poussait. Elle avait des joues comme ça et elle poussait jusqu'à ce que plus rien ne puisse rentrer. Et moi, chaque fois que je dînais chez elle, je lui disais « Ah, je vais voir comment va ta fille. » Moi, j'ai peur qu'elle s'étouffe. J'avais vraiment peur qu'elle s'étouffe. Ça m'a tellement impressionnée que ça m'a donné l'idée de faire des doucettes parce que j'avais d'autres souvenirs. J'avais un cousin qui ne s'endormait jamais quand il était bébé qu'avec un drap, qu'avec un mouchoir blanc plié soigneusement sous son oreille. Il y en avait un autre qui ne s'endormait comme beaucoup. Hein. Là, c'est le doigt dans le doigt puis se caresser le bout du nez. Et puis, enfin, il y en avait quelques-uns, donc j'ai fait quelques doucettes comme ça pour me dire faire quelque chose d'un peu plus léger, quoi, qui soit moins. Voilà, mais enfin, la petite ne s'est jamais étouffée avec sa Voilà, bon, donc voilà. Tout ça, c'était du travail en blanc. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah oui. Juste par curiosité, comment on fait une empreinte de nouveau-né? Qu'est-ce que c'est une empreinte de nouveau-né? C'est un vrai nouveau-né? C'est une peinture d'empreinte? Comment vous avez fait l'empreinte de nouveau-né? Ah, ben l'empreinte, c'est à l'huile. C'est la peinture à l'huile. Mais est-ce que vous avez posé votre nouveau-né? Ah non. Non, c'est peint. Non, c'est avec le pinceau, puis après j'efface ce qui ne convient pas. Je le modèle un peu à la façon de. Donc voilà. c'est fait. C'est avec l'huile de lin. Hein. Et c'est fait à main levée ou c'est fait à partir d'un motif qui existe Comment? Est-ce que c'est fait à main levée ou est-ce que c'est fait à partir d'un motif? Donc il n'y a pas un motif qui est appliqué sur lequel. C'est fait à main levée. Et avec évidemment toujours des chiffons imprégnés de térébenthine, pas trop mouillés, n'est-ce pas, mais pour des fois tamponner et pour enlever de la couleur aux endroits où ça déborde de trop, où ça ne convient pas. Vous voyez, c'est ça. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci de vos oreilles attentives. Voilà, je dirais juste, Daniel, elle a évoqué ce groupe de plasticiennes Art et Regard des femmes. Donc, dans les années 70, il y avait plusieurs groupes de plasticiennes qui se sont créés. Et donc, il y a plusieurs exposantes ici. Des artistes ont participé à ces groupes. Donc là, je vais passer la parole à Dorothée Seltz parce qu'elle aussi, elle avait participé à un groupe contestataire d'artistes femmes. Et voilà, donc elle peut en parler un petit peu et aussi de son œuvre. Voilà. D'accord, merci. Bonjour. Alors en effet, dans ces années-là, 70, moi je vivais à Paris et j'avais rencontré déjà un certain nombre de femmes artistes, hommes et femmes bien sûr, mais et avec, comment s'appelle déjà cette femme, celle qui expose là?
Liliane Liliane Camier, Camier. voilà, je suis désolée, j'ai pas les trous de main. Donc je connaissais par exemple Liliane Camier, je connaissais déjà Essie, je connaissais Esther Esther. Ferrer, Nili Alter, dans les là, et puis d'autres. Alors il y a un petit texte que j'ai écrit qui est posé là, et il y a le nom de toutes les femmes. Je suis désolée parce que des moments, je peux peut-être le citer tout à l'heure, mais je ne m'en souviens pas. Et en fait, on se rencontrait pour parler de notre métier et de la position des femmes dans le milieu culturel, quoi. Quel rôle on pouvait avoir et quelle place on pouvait avoir. On parlait aussi de nos pratiques, peut-être des difficultés qu'on avait. Et voilà. Nous n'avons pas formé un groupe avec un nom qui avait une position politique, c'était plutôt un groupe associé par affinité amicale et qui était lié à notre pratique. Et en 1975, il y a eu à Paris un salon de peinture qui s'appelait le Salon de la Jeune Peinture. Ça faisait partie de ces salons, comme il existait le Salon de Mai, le Salon des Indépendants, etc., qui était, on pourrait dire, un salon assez engagé dans le sens politique et social, plutôt vraiment à gauche, pas du tout vers la droite ou l'extrême droite, vraiment pas du tout. Et au comité, il n'y avait aucune femme, et j'ai demandé à faire partie du comité parce que je connaissais l'un des artistes qui s'appelle Yvan Messac, qui faisait partie du comité. Donc je suis entrée au comité, et là j'ai proposé que tout ce groupe de femmes artistes que je connaissais puisse participer en 75 à ce salon-là de 75. Et en fait, on a fait un travail de groupe intéressant à partir de l'image de la femme dans la publicité, c'est-à-dire les affiches publicitaires qu'on pouvait voir partout dans le métro ou dans la rue ou bien dans les magazines, parce que l'image de la femme, vous pouvez imaginer comment c'était dans ces années-là, c'était vraiment une image assez avilissante, même violente. Je trouvais que c'était quelque chose de violent, avec des slogans publicitaires ridicules. Je ne sais pas, les femmes vont aimer faire la vaisselle et on montrait un produit pour faire la vaisselle ou laver le linge, etc. Donc nous sommes allés dans la rue, entre autres avec Nili Alter, je me souviens très bien, et on a fait des photos. C'était pas pour illustrer notre sujet, c'était pas compliqué, on n'avait pas besoin d'aller dans une université pour chercher des documents, on n'avait qu'à descendre dans la rue et tout était là sous nos yeux. Et c'était ça qu'on voulait dénoncer, c'était cette quotidianité, cette banalité de cette image avilissante de la femme. Alors, quelques années plus tard, moi je fais une petite parenthèse, je ne sais pas exactement en quelle année ça a surgi, peut-être en 80, il y a eu un homme qui a posé nu, avec juste ses mains comme ça, et il posait pour une marque de slip, et il avait posé dans le Nouvel Observateur. Et vous ne pouvez pas imaginer à l'époque le scandale que ça avait fait. Comment un homme nu utilisé pour la publicité. Moi, ça me faisait bien rire, parce que nous, on nous a utilisés depuis toujours, et donc l'image de l'homme servant pour la consommation a commencé un petit peu plus tard. Mais en 75, c'était pas du tout fréquent. Voilà. Et donc, un autre groupe parmi nous a plus travaillé sur l'image de la femme dans la famille, donc en trouvant des imageries aussi dans la publicité. Donc, c'était pas tellement dans la publicité. Comment était représentée la femme au milieu de la famille. Et donc, dans ce salon, on avait exposé des photos et des slogans sur les murs. En fait, on a voulu exposer ce qui nous choquait, on a voulu exposer nos idées ou les choses que nous voulions dénoncer, et nous n'avons pas souhaité exposer nos propres travaux, alors que chacune en avait déjà une pratique, que ce soit le dessin, la peinture, ou comme vous venez d'expliquer, en fait déjà chacune travaillait bien sûr. Et en 75, moi je suis très mauvaise avec les dates, on avait, je ne sais pas quel âge on avait, une petite trentaine d'années, quelque chose comme ça. Alors, j'ai fait un petit texte qui, donc je me répète, il a été publié dans le catalogue. Et là, les pages du texte sont ici. Et en fait, je décris ce que je suis en train de vous raconter, un petit peu maladroitement. Et en fait, je décris surtout le contexte. Qu'est-ce qui se passait en 75 ? Tout le monde est au courant, mais enfin, par exemple, la loi Veil pour l'avortement,
je crois que de mémoire, elle est passée en novembre. Donc, si vous voulez, on était en plein dans cet bouillonnement social général où il y avait vraiment des choses qui devaient évoluer absolument, qui étaient en train de bouger, en train d'évoluer, mais qui n'étaient pas encore actées. Donc, le contexte était vraiment c'était l'après 68 qui essayait vraiment de vivre autrement. On était en plein là-dedans. Et on était extrêmement motivés par le fait que des nouvelles lois devaient passer, que la société devait changer. Alors, je vous explique ça parce qu'aujourd'hui, si les choses ont quand même un peu évolué, ça dépend des pays, ça dépend où et ça dépend comment. Et à mon avis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, je peux vous dire un mot sur la pièce que j'ai faite ici. Alors, le titre, c'est Mimétisme relatif, la femme panthère réactivée, 1973-2021. Je vous dis le titre parce que mimétisme relatif, ce diptyque, vous voyez, de 2 images, c'est une série que j'ai faite entre les années 73 et 75, et j'étais partie d'images de femmes de calendrier. Des femmes de calendrier, c'est pareil, qu'on pouvait trouver très facilement. Et j'avais trouvé cette femme panthère. C'était un petit calendrier comme ça, et au dos, il y avait c'était vraiment l'année 73. Voilà. Et j'avais trouvé incroyable cette image de pin-up. Alors, pin-up, vous savez qu'en anglais, ça veut dire femme à épingler. To pin-up, ça veut dire épingler sur le mur. Donc, c'était vraiment des femmes à épingler et à consommer visuellement, quoi. Et donc, dans cet ensemble de projets, je me mimétisais avec la femme. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai cherché un arbre, j'ai posé. C'est un ami qui a fait cette photo. Bon, moi, j'étais juste en t-shirt avec un petit slip. Et après, sur le tirage photographique, je dessinais la peau de panthère, j'imitais la femme. Et ensuite, ce diptyque devenait, comment dire, voilà, nous sommes des femmes à consommer, donc autour, je faisais un cadre avec une poche à double de pâtissier dans lequel je mets du ciment-colle. Et donc je faisais un décor assez ridicule comme ça, comme si c'était une pâtisserie et comme si on était consommable. Donc c'était toujours un diptyque, et il y a toute une série où les femmes sont dans des poses plus ou moins grotesques, soi-disant sexy. Et en fait, ça m'avait, je trouvais intéressant de dénoncer la chose, mais de montrer l'ambiguïté de ces images. C'est pour ça que j'intitule ce travail mimétisme relatif. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de se mimétiser pour ressembler au modèle, il s'agit de montrer à la fois l'aversion, le rejet et peut-être la fascination qui peut s'exercer sur ce type d'image, inconsciemment ou consciemment, peu importe. Et j'ai toujours trouvé curieux, et je pensais qu'un jour, dans ma naïveté des années 73, je pensais qu'un jour je verrais la disparition de ça. Bon, comme vous pouvez voir, ça ne disparaît pas du tout. Voilà. Et alors, cette série-là, Aline Dallier l'avait vue, elle l'avait connue, et comme l'exposition est un hommage à elle, j'ai voulu reprendre, je n'ai plus les œuvres originales, j'ai voulu reprendre cette série et me mimétiser aujourd'hui. Enfin, j'ai fait la photo en novembre dernier. J'ai posé, non pas sur un arbre, mais juste comme ça, et quelqu'un a pris la photo avec, j'ai en main le diptyque ici. Et après, sur le tirage photographique, j'ai dessiné aussi sur moi la peau de panthère, et j'ai dessiné l'idée du paysage et du cadre. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, entre 73 et 2022, je trouve que les choses n'ont pas tellement changé et que le sujet reste d'actualité. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et voilà. Alors, pourquoi j'ai posé moi-même? En fait, quand j'ai voulu faire cela, à cette époque-là, j'étais embarrassée parce que moi, je suis l'inverse d'une actrice. J'aime pas j'ai horreur de parler en public. Je suis désolée, je parle un peu maladroitement, mais c'est pas du tout mon truc. Je n'aime pas être photographiée.
je suis l'inverse vraiment d'un personnage de théâtre. Et j'ai voulu à un moment donné en parler à une amie ou quelqu'un pour qu'elle le fasse. Et après, je me suis dit non, c'est pas juste parce que c'est moi qui ai l'idée, il faut que je m'oblige à le faire. Donc je me suis utilisée et X années plus tard, je fais la même chose. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà l'histoire. Et en fait, si je ris un peu, c'est volontaire, parce que j'ai quand même aussi un peu d'humour. Et je pense qu'on peut parler d'un sujet sérieux avec une pointe d'humour. Mais enfin, on peut débattre de ce gros sujet sur la représentation féminine ou masculine, que ce soit dans la publicité ou dans mille choses. Pour moi, c'est un sujet. Et après, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres choses, mais bon, c'est une longue histoire. Des questions sur ce sujet? Vous avez des questions à propos de ce sujet? Ça, c'est toujours le travail de pâtisserie autour. Là et là? Là, la matière. Oui. C'est pas de la vraie pâtisserie, c'est du ciment. Oui. Mais c'est travaillé comme si c'était de la pâtisserie. D'accord. Tout est faux. Mais tout ça évoque le comestible. D'accord. Ça évoque la consommation, en fait, c'était ça l'idée. C'est du ciment. Oui, c'est du ciment. Parce qu'en fait, il existe une pâte de ciment avec dedans de la colle vinylique. C'est une espèce de pâte assez compacte et dans laquelle je peux mettre de la couleur acrylique. C'est compatible avec un autre produit à l'eau, pas à l'huile. Et en fait, en mélangeant les couleurs avec ce ciment, on peut lui donner une relative souplesse. Un peu comme si c'était une crème fouettée, mais très dure quand même. Et donc, je mets cette pâte dans une poche avec une douille, vous savez, une poche à douille de pâtissier. Et il faut appuyer très fort, et voilà, il y a la pâte qui sort, elle est légèrement crénelée. Ça pourrait avoir un embout rond tout fin, mais ça peut avoir un embout crénelé. Mais c'est pas de la crème fraîche, ni de la meringue. Mais l'idée était vraiment que le cadre soit une apparence comestible, puisque je trouvais que ces corps offerts devenaient être des corps à consommer, et donc à consommer, c'est comestible, quoi. C'est un jeu de mots et tout ce que vous voulez, mais je pense que dans l'idée, c'est ça. On est offert à la consommation. Et je pense que cette chose, elle n'a pas changé. Non? Ça n'a pas beaucoup changé? Non. Ouais, voilà. Sauf que maintenant, on voit des hommes autant que des femmes. Oui. Absolument. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai On est parlé, À égalité. j'ai parlé du premier homme en France qui était sorti dans le Nouvel Obs, le magazine Le Nouvel Observateur, qui s'appelait Le Nouvel Observateur. Et je me souviens très très bien de la polémique qu'il y avait eu autour de ça. C'était absolument incroyable. Ça semblait être comme si on avait touché un tabou, ne pas toucher l'image de l'homme. Ça avait beaucoup choqué. Et j'avais trouvé cette polémique intéressante en fait. Oui. Parce que oui, vraiment c'était intéressant. Alors, comme disait la chanson, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens pas en quelle année exactement était sortie cette pub. C'était après ça. Ça c'était en 73. Et la publicité, je crois que c'était fin 70 ou ça, je ne sais pas. J'ai un peu oublié. Désolée. Voilà. Merci. Bon, merci beaucoup. Je vais continuer juste en présentant les autres œuvres de l'expo. Oui. Puisqu'on vient de parler du corps de la femme, peut-être qu'on peut continuer comme ça. Parce que je dirais, s'il y a deux grands thèmes dans cette expo, c'est surtout de la réappropriation de l'image, de la représentation du corps de la femme par des femmes, et aussi l'utilisation de techniques textiles dans les œuvres. Et en fait, quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que dans les années 70, il y a beaucoup d'artistes femmes qui ont utilisé leur corps pour mesurer les espaces. Il y a Rally Export, voilà, donc Orlan, donc ici il y a ces deux photographies de Orlan, et donc elle utilise son corps comme une unité de mesure, donc une unité de valeur, donc pour mesurer la place Saint-Pierre du Vatican.
Et donc elle a nommé son corps, enfin c'est un orient corps, donc c'est une unité de mesure. Et donc je crois que c'est une œuvre qui date de 74. Oui. Et donc là c'est Esther Ferrer dans la vidéo. Et c'est une idée proche où donc ça aussi ça date de 73 ou 14. Mais elle commence par se mesurer elle-même. Elle prend la mesure de tout son corps et sur des petites post-it, elle note les mesures. Et après, elle va utiliser son corps pour mesurer l'espace de la pièce dans laquelle elle se trouve. Je vous dis au revoir parce que je suis Ah, obligée. oui. Parce que pendant le temps de l'exposition, j'essaie de documenter sur les artistes et dans un document qui concerne Esther Ferrer, j'ai vu qu'elle la réactive actuellement. Oui, c'est quelque chose qu'elle continue à faire, donc je ne sais pas si c'est... Elle l'a refait à l'identique et il y a des documents sur internet où on peut la voir. C'est très impressionnant de voir à quel point elle est encore complètement dans cette même démarche et avec bien entendu, je ne sais pas précisément quel âge elle a, mais elle est Je l'ai née en 37. voilà, elle est quand même relativement âgée et elle n'a aucune retenue avec son corps à se mettre. Il est possible qu'elle avait fait cette performance en McVal quand elle a eu une rétrospective il y a pas très longtemps. Et peut-être qu'elle avait refait la performance dans le cadre de l'expo. Il me semble que c'est un document qui est commandé ou produit par la Fondation Ricard. Ah oui. Quelque chose comme ça. Il y a une longue interview et on voit les extraits de la performance à cette époque-là et à l'époque actuelle. D'accord. C'est très beau à voir. Oui, Très j'imagine. beau. Le rhéogramme qu'elle a aussi réactivé, donc l'image date des années 75, je crois. Bon, le tirage est récent, mais le geste qu'elle fait de ses mains et le geste que faisaient les femmes dans les manifs pour l'avortement. Voilà, donc je vais passer comme ça d'une œuvre à l'autre. Donc en gardant toujours, en restant dans l'esprit de corps féminin. Donc la diptyque photographique, c'est Maria Clonaris et Caterina Tomadaki. Donc c'est Maria Clonaris qui est en bas, donc ce sont des autoportraits réciproques. Et Caterina Tomadaki qui vit toujours et qui s'occupe de leur œuvre. Mais c'est toujours dans cet esprit de la réappropriation de l'image de la femme et de son propre corps par elle-même. Et il me semble que dans l'ensemble de leur travail, il y a beaucoup de références à la peinture. Donc elles sont surtout cinéastes, donc ils font c'est du cinéma expérimental où elles se mettent en scène. Mais Anouk, toi, tu as vu la projection. Donc en fait, cette œuvre s'appelle L'enfant qui a pissé les paillettes. Et à l'origine, c'était C'est une vidéo performance, je pense qu'on pourrait dire. Ça dure 1h30, c'est une projection de diapositives. Donc là, en fait, vous en avez deux qui ont été individualisées, qui sont projetées au son d'un. C'est pas un métronome, c'est le son de la machine qui fait succéder. Ah oui, c'est le câble. On entend, il y a un côté très hypnotique. C'est une machine qui projette des diapos. Et donc, c'est le bruit de. Voilà. Et il y a des lectures de textes en live. Donc moi quand j'ai vu ça, c'était cet hiver. Il y avait donc Caterina qui lisait des textes pendant des périodes où l'écran était noir et on l'entendait au micro. Elle était installée au fond de la salle. Puis après je crois que c'était elle qui actionnait
les diapositives. Mais donc ouais, c'est je crois qu'elles appellent ça performance cinématographique ou... Alors, si je continue, donc juste à côté, donc c'est l'œuvre de Charlotte Camis, voilà, que Daniel a mentionné tout à l'heure en faisant le portrait. Mais donc Charlotte Camis, elle était peintre et poète, donc elle était associée à l'école de Paris. Donc elle a fait beaucoup de peinture abstraite. Donc elle est, c'est l'une des artistes peut-être le plus âgée de toutes les exposantes ici. Mais c'était, dans les années 70, elle a accueilli à bras ouverts le mouvement féministe parce qu'elle-même, dans sa carrière, elle avait constaté le manque de représentation et de visibilité d'artistes femmes dans les galeries. Donc, elle a créé un groupe de plasticiennes, un groupe d'artistes qui s'appelait La Spirale, dans lequel elle a invité des femmes de venir parler de leur désir de créer ou de leur travail si elles avaient déjà une pratique. Et donc, cette œuvre-là, qui date vraiment de la fin des années 70, ça s'inscrit dans toute une série d'autoportraits. Des autoportraits identitaires où elle se met elle-même, elle s'inscrit dans la cité et elle s'interroge sur son identité de femme, d'artiste. Elle est née en Syrie, je crois, elle est aussi juive. Donc c'est ces multiples identités fragmentées au sein de la ville. Voilà. En restant dans l'esprit du corps, ici sur notre mur, en haut, là, donc c'est un dessin de Monique Friedman qui est peintre. Donc là, aujourd'hui, elle est connue surtout pour des très grandes toiles abstraites, mais elle aussi, quand elle a démarré sa pratique dans les années 70, elle avait besoin de commencer à partir d'elle-même. En fait, elle a fait l'école des beaux-arts dans les années 60, à une époque où il y avait beaucoup de peintures sociocritiques, avec des prises de position politiques, et donc elle-même elle faisait une peinture, elle a dit avec des mineurs casqués, enfin voilà, des violences policières et tout ça. Après, elle a eu une sorte de crise où elle s'est dit, voilà, faire ce type de peinture, c'est pas moi. Et donc elle a arrêté de peindre pendant quelques années. Et quand elle a repris, donc au milieu des années 70, elle a commencé à faire des autoportraits et des dessins de corps, un peu expressionnistes comme ça, un peu comme Egon Schiele, ou très, avec une énergie comme voilà. Et donc et en fait, elle a très très peu montré ce travail-là. Et c'était donc Aline Dallier qui les a montrés pour la première fois en 78, je crois. Et après, petit à petit, elle s'est évoluée vers l'abstraction. Voilà. Et je crois que ce dessin-là, je crois qu'il n'a jamais été montré. Alors, donc, toujours avec le corps, à côté, il y a deux dessins de Claude Boré-Allard. Alors, Claude Boré-Allard, son mari, était un photographe célèbre, Jean-François Boré. Et lui, elle avait créé un scandale également dans les années 70 parce qu'elle avait photographié une femme vraiment bien enceinte. Donc, c'est une image qui a servi pour une publicité. Et donc elle a fait un dessin c'est sa belle-sœur enceinte. Et après, donc elle a dessiné un sein. Elle, ce n'est pas quelqu'un elle-même qui avait un discours particulier sur la peinture. Elle aimait dessiner, elle aimait peindre et elle voulait dessiner et peindre tout ce qui était proche d'elle. Enfin, c'était quelque chose d'émotionnel.
Mais elle a été active dans un groupe de plasticiennes et en 78, elle avait un grand atelier. Elle a tout vidé son atelier et elle a monté une exposition avec 10 femmes peintres. Voilà, donc ça c'était sa contribution à pousser les femmes vers l'avant. Alors, donc en restant un peu avec... bon, peut-être que je peux passer à la maternité parce que le sein, ça va évoquer ça. Donc ces deux œuvres ici appartiennent à Liliane Camier. Donc Liliane, quand elle était jeune artiste dans les années 70, elle avait 2 enfants et donc elle cherchait voilà, comment continuer sa pratique d'artiste tout en élevant ses enfants. Donc elle avait pas beaucoup de temps. Donc elle s'est dit, ben voilà, comme je passe mon temps à faire des tabliers, des vêtements pour mes enfants, pourquoi pas intégrer ces techniques de couture et de textile dans ma pratique. Donc elle a fait toute une série de ses œuvres sur tissu. Donc elle a cousu des poches et dans les poches elle a mis comme des fragments de sa vie quotidienne et des fragments de choses qui évoquent justement sa vie de mère de famille et le temps qui passe. Souvent on voit un montre, voilà, une mèche de cheveux, du sable. Voilà, donc en plus, cette œuvre-là a été exposée par Aline Dallier dans une exposition consacrée à l'art textile en 1976. Et après l'expo, l'œuvre a été rangée dans le placard et pas montrée depuis. Donc voilà. Et de même, en fait, pour les 2 dessins de nus de Claude Boréalard, elle les a montrés dans son atelier en 1978 et elle ne les a pas depuis. Voilà, et donc le petit dessin à côté, là, c'est également de Liliane Camier. Donc par la suite, elle a commencé à dessiner le tissu, à dessiner les fils, les fibres du tissu, qui peut aussi évoquer le temps qui passe ou que ça devienne une sorte d'écriture. Toujours dans le même esprit, il y a le travail de Thérèse Rampe-Jonas, ici. Donc Thérèse, pareil, dans les années 70, elle avait 2 jeunes enfants et pas beaucoup de temps et elle se sentait un peu déchirée entre son identité et statut de mère de famille et d'artiste. Donc elle avait collectionné des cartons à boutons au marché. Donc quand elle avait le temps, elle peignait sur le recto et verso sur les cartons. Et bon, elle avait expliqué la dernière fois, elle a un truc pour le chiffre 11. Elle est née à 11. Il y a des choses, toujours des choses importantes qui se passent pour elle dans 11. Donc je pense qu'elle a fait devant et derrière, je ne sais pas, est-ce que c'était 11 coups de pinceau, un truc comme ça. Il y avait quelque chose de symbolique avec les chiffres 11. Mais après, pour faire ce tableau, elle a pris plusieurs cartons à boutons et elle les a assemblés elle les a unis sur un fond, voilà, pour faire une grande œuvre. Voilà. Alors, si on continue, dans le même esprit aussi, cette œuvre de Hessie. Donc Hessie, qui est de vêtements, est toujours une activité essentielle. Et elle aussi, elle était mère de familles nombreuses dans les années 70 et donc elle utilisait des matériaux, elle prenait tout ce qui était accessible en fait, du chiffon, des torchons, du fil, pour faire des tableaux.
Et donc la broderie là, c'est bon, c'est comme une peinture minimaliste, ou c'est comme une écriture, ou bon, c'est comme des alvéoles. Bon, les gens voient plein de choses dedans. Mais, en fait, voilà, l'idée, encore une fois, c'était pour les femmes de puiser dans leur vie quotidienne et d'en faire des œuvres. Il y a Bernadette Bourg, donc il y a une petite pièce et l'œuvre jaune. Donc Bernadette Bourg, elle est peut-être aussi plus liée à... Bon, elle n'aime pas qu'on dise ça, mais elle est peut-être liée à les courants de peinture matériologique au début des années 70. Bon, autre chose qu'elle n'aime pas qu'on dise, mais je veux le dire quand même. Bon, elle prend des papiers, elle peint sur des papiers qu'elle colle sur la toile, mais elle utilise aussi, elle avait utilisé un papier toilette, elle n'aimait pas qu'on dise ça. Et après, elle utilise aussi la machine à coudre pour fixer tout ça et pour dessiner avec. Donc voilà, elle a percé la feuille avec l'aiguille de la machine et puis elle passe le fil. Donc je pense qu'elle voulait, elle voulait à la fois dessiner avec le fil, mais aussi montrer le dessous de la toile, de revaloriser tout le travail des femmes qui est derrière dans la fabrication. Elle voulait montrer quelque chose de la fabrication de la toile. Ici, le dessin là, du plancher, c'est un frottage dessin de Françoise Janicot. Elle avait fait le frottage de tout le plancher de son atelier. Donc Françoise Janicot, pour elle, son grand thème était l'enfermement qu'elle ressentait en tant qu'artiste femme. Bon, il y a certainement autre chose, d'autres facteurs psychologiques aussi, mais elle se sentait, bon, son atelier était un refuge, un lieu de protection, un lieu pour travailler, mais un lieu aussi où elle se sentait justement enfermée. Et je pense que c'était au lieu-dit. Oui, super, merci. Oui, donc fin des années 70, début des années 80, qui s'appelait le lieu-dit, uniquement pour les femmes, enfin un lieu qui était consacré uniquement pour les expositions d'artistes femmes, et elle avait une exposition dans ce lieu où elle avait mis tout le plancher de son atelier au vertical. Donc c'est comme l'atelier qui dévore l'artiste, en quelque sorte. Alors, ici, donc, c'est une œuvre de Neil Yoder, que Dorothée a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est le sexisme dans la cuisine turque. Donc, Neil Yoder est une artiste d'origine turque, née en Égypte, voilà, puis elle s'identifie, elle se définit comme une artiste ethnocritique. Donc elle a beaucoup travaillé sur la condition surtout des femmes kurdes et turques, et surtout les femmes nomades. Elle allait, je ne sais pas où, il faut que je... elle a passé du temps dans les plaines, chez des peuples qui vivent, qui suivent des troupeaux et qui vivent dans les joutes. Donc elle les a photographiés, documenté leur vie, et donc tout son travail, une grande partie de son travail critique l'enfermement des femmes dans la sphère domestique. Ce sont des femmes qui sont à l'intérieur, qui sont dominées, et puis il n'y a que des hommes qui ont vraiment un contact avec le monde extérieur. Voilà, donc ici en bas, ça c'est une œuvre de Françoise Eliette. Donc elle était ethnologue et psychanalyste et peintre débutante.
Et à la fin des années 70, elle avait créé un groupe de plasticiennes, un groupe d'artistes femmes. Et donc plusieurs artistes ici participaient à son groupe. Donc elle a monté un certain nombre d'expositions. Elle a écrit des articles. À part Aline Dallier, elle était, je dirais, la seule personne à écrire quelques articles, mais elle est décédée très jeune, en 83, donc elle n'a pas eu le temps de poursuivre son travail. Donc cette peinture, ce sont des empreintes de doigts. Donc là, quand elle peignait, elle trempait ses mains dans le gouache et puis elle frappait la feuille de papier. C'est même difficile pour elle. Ce travail pictural était très important, mais les personnes proches d'elle pensaient que c'était plus comme un besoin de quelque chose d'exutoire ou de s'affirmer sa présence, son existence. Voilà. Mais bon, ça peut aussi rappeler certains dessins de Henri Michaud. Voilà, c'est... Voilà. Et je vais peut-être dire aussi, là dans la vitrine, donc il y a 2 photographies d'une action de Léa Lublin, donc qui est artiste d'origine argentine. Donc Léa Lublin, François Janico, Neil Yarder, Aline Dallier, c'était des grands amis. Aussi une amie proche avec Françoise Eliette. Et François Janico, en mars 78, elle avait organisé une journée d'action dans son atelier. Et le principe, le thème de cette journée d'action, c'était l'enfermement. Donc il y avait Neil Yarder qui s'est installé dans l'atelier. Dans cette journée d'action, il y avait donc François Janico, Neil Yarder, Léa Lublin, Elisa Tan, une artiste des Philippines, qui n'est pas dans l'expo. Il y avait aussi une autre artiste, Claude Toré, qui était photographe, qui n'est pas dans cette expo. Mais le thème pour la journée, c'était l'enfermement, et l'idée était de rester enfermé dans l'atelier du 10h du matin jusqu'à 10h le soir. Donc, tous les artistes étaient enfermés dans l'atelier à faire leurs actions, sauf Léa Lublin. Donc, Léa Lublin, elle était arrivée à l'atelier à 10h du matin. Donc, elle a accroché une banderole au mur de l'atelier sur lesquelles sont décrites plusieurs questions concernant les femmes. Donc, la femme, est-ce qu'elle est un objet sexuel? La femme, est-ce qu'elle est une sainte mère, est-ce qu'elle est une putain, voilà, donc plusieurs questions, des préjugés sur les femmes. Et puis à 5h de l'après-midi, elle a décroché son banderole et puis elle est sortie de l'atelier de François Janico et elle allait sur le pont Marie, en plein centre de Paris, et elle a fait descendre le banderole dans la Seine, pour faire disparaître tous les préjugés sur les femmes. Les noyés. Voilà, mais le problème, c'est qu'elle a récupéré le banderole après, donc en fait, elle aurait dû le laisser partir. Mais bon. Alors, voilà, encore quelques artistes. Ici en bas, ça c'est une œuvre de Colette Deblay des années 70, et aussi La femme découpée en rouge, ça c'est aussi Colette Deblay. Alors dans les années 70, Colette Deblay dessinait beaucoup des fenêtres en boîte, des dessins très élaborés, des fenêtres ou des personnages dans les fenêtres, et parfois elle mettait une feuille de papier réfléchissante aussi dans les dessins, donc les spectateurs, en regardant les œuvres, se voyaient aussi reflétés dans le dessin.
Et bon, elle ne nous a pas trop parlé de cette œuvre, mais bon, moi je le vois comme peut-être une sorte de frustration ou un besoin de changement ou de rupture, de mettre tous ces papiers déchirés dans une boîte pour le dessin. Et puis plus tard, dans les années 90, Colette Deblay, elle s'est lancée dans un projet où elle redessine et repeint les femmes dans l'histoire de l'art. Donc là, donc elle a fait plein de dessins et de peintures découpées. Donc ça, c'est une Marie-Madeleine d'un tableau de Philippe de Champagne. Voilà. Et ce qui était très particulier aussi, c'est qu'elle a choisi des supports très fins, très légers. Et comme elle voyageait beaucoup, c'était très peu lourd pour voyager, emporter ses œuvres. Donc c'était un système assez astucieux aussi. Oui, même des formats plus grands, elle les roule, c'est ça, voilà. les sur le dos. Et elle a fait des petits livres aussi qui accompagnent. Des petits livres, des petites œuvres en boîte aussi, plus récentes, avec les femmes qui s'envolent comme ça. Et elle utilise des paillettes, donc il y a quelque chose de très, très gai. Autre chose complètement, au-dessus de la porte, là, c'est une œuvre de Monique Kissel. Donc, qui était collègue d'Aline Dallier à Paris 8. Et ça, c'est une icône. Elle a fait une série d'icônes qui se réfèrent évidemment aux icônes russes, enfin voilà, les vierges dans l'histoire de l'art, mais aussi aux icônes dans les ordinateurs, les vieux icônes qui étaient un petit peu en relief comme ça sur le bureau de l'écran. Voilà. Ah oui, alors, donc ici au milieu, on a une robe de Aline Rivière. Alors, Aline, elle a dit des choses sur son travail qui sont proches de ce que Daniel Blanchland a raconté. C'est l'importance du textile, du tissu, et c'est le vêtement en tant qu'œuvre d'art. C'est pas une robe à être portée, mais c'est un tableau. Mais elle a aussi fait des robes à porter, elle a fait des performances avec, et c'est dans une dizaine de jours, dans 10 jours, on va montrer une performance, une performance filmée. Est-ce que tu as envie de dire autre chose sur Aline Rivière ou... Non. Non, je ne sais pas. C'est très bien. Ok. J'ai vu, il y a eu Christina Martinez qui est venue, qui arrive. Je n'ai pas encore parlé de ton travail. Je ne sais pas si tu veux dire deux mots sur tes dessins, comme tu es là. Toi, tu parles mieux que moi. Ça, je ne sais pas. Voilà, Christina Martinez, donc, qui a fait ces deux dessins. Donc, en fait, peut-être que je vais juste dire qu'il y a beaucoup d'œuvres ici qui datent des années 70. Et en fait, même cette robe d'Aline Rivière est une œuvre récente. Elle date de 2017. Mais elle avait commencé à faire des robes dans les années 70. Et Aline Dallier a découvert son travail lors d'une expo qu'elle a montée. Et donc je crois que l'une des premières œuvres, c'était une grande robe rouge. Mais Aline, elle n'a pas voulu le montrer. C'était trop grand pour exposer ici. Donc elle a choisi cette œuvre-là qui est en lien avec l'œuvre qu'elle a fait il y a plusieurs années.
Et c'est un petit peu la même chose pour Christina. Enfin, nous avons choisi donc, ces deux dessins-là qui évoquent un peu le tissage ou le tramage de traits. Parce qu'il me semble que Christine, que tu avais fait une œuvre textile, je pense, pour Aline. J'aurais fait quelque chose parce que pour un petit peu suivre l'idée d'Aline, mais comme un jeu, en fait, j'ai fait une petite œuvre que j'ai donnée pour l'exposition. Mais s'il y a une influence du tissage, c'est plus profond, c'est dans le geste, du dessin haché, qui peut être une analogie avec les points de couture qui se succèdent avec une régularité. Voilà, ça c'est plus. Parce que l'image, ça n'a rien à voir, c'est plutôt les faire, comment faire, et c'est ça. Parce qu'aussi dans les années 70, Christina a fait des dessins, elle a beaucoup travaillé sur le dessin au crayon de couleur. Oui, avec des formats très grands. De très grands formats, des dessins qui suggèrent des paysages, où c'est vraiment un travail sur la lumière, et c'est le blanc du papier qui devient une sorte de lumière qui est, je sais pas, qui est caressée par toutes ces petits traits, enfin, superposés au crayon de couleur. C'est la texture en fait qui donne ce coup de crayon répété, pas toujours le même, hein, mais il y a une énorme variété de la spontanéité comme ça, mais à l'accumulation, ça donne une texture différente. Et là c'est à la plume ou bien ici, là c'est à la plume? Pardon? Ici c'est à la plume? Oui, c'est à la plume. C'est ça, c'est très très fin. Ouais. Ça, c'est plus codé parce qu'il y a une trame. Oui, j'ai toute une série de choses où il n'y avait pas de trame, Oui. en fait. Donc il y a plus de variétés de traits qui s'accumulent. C'est ça. Je viens de découvrir les traits de plume. J'avais regardé pourtant de près la dernière fois et je pensais que c'était des petits carrés colorés et je viens, en m'approchant de très près, découvrir que c'était tramé avec des petits traits très fins. Oui. Pas toujours dans cette idée de tramage ou en dessous. Donc il y a deux œuvres de Marie-Rose Lorté, donc tricotées, brodées. Donc Marie-Rose, bon, très tôt, elle a été repérée par Jean Dubuffet pour sa collection d'art brut, mais elle n'est pas vraiment une artiste brute. Singulier, voilà. Singulier, voilà, on peut le dire comme ça. Et elle dit que ses œuvres racontent des histoires. Donc là aussi, ce sont des œuvres assez récentes, mais il y a quand même un lien avec ce qu'elle a fait dans les années 70. Et puis en plus de ces œuvres qui sont d'ornure comme ça, comme des tableaux, elle a fait des grandes sculptures, des volumes, même des sortes de robes. Donc il y a l'historienne d'art Marie-Jo Bonnet qui a même réuni, qui a rapproché des œuvres d'Aline Ribière et de Marie-Rose Lorté. Elle a fait des sortes de bustes en fil, et après qu'elle solidifie avec une résine ou quelque chose pour que la forme se maintienne. Voilà, et elle a une exposition en ce moment où on peut voir plus son travail sur la rue Jacob, la fabuloserie à rue Jacob. 57 rue Jacob. Voilà, et puis bon, il y a la grand-mère, la fameuse grand-mère. Donc en fait, c'est une œuvre collective de Christiane de Casteras et André Marquet. Donc Christiane de Casteras qui est peintre, mais aussi avec André Marquet, en fait elles aiment bien, elles ont récupéré tous les vêtements usés dans la maison, tout
puisqu'elle ne sert plus, voilà, pour faire cette grand-mère. Et en fait, elle-même, quand elles écrivaient sur cette œuvre dans les années 70, elle voulait montrer une femme qui était usée par le travail domestique, enfin, proche de la mort, un peu triste et tout, et finalement, je trouve qu'elle n'est pas du tout ça. Voilà, elle a toujours une présence assez surprenante et elle n'a pas l'air triste et fatiguée. Bon, peut-être fatiguée un petit peu, mais bon. Elle est bien fatiguée quand même. Mais je ne sens pas votre labeur, elle est quand même toujours là parmi nous. Et au-dessus, donc il y a un tableau le grand tableau en plâtre, c'est une œuvre de Aline Gagnière. Donc elle aussi c'était une artiste beaucoup plus âgée qui était liée aux surréalistes dans les années 50, qui a fait toutes sortes de choses, mais elle avait fait beaucoup de portraits comme ça, des portraits. Donc ce tableau-là s'intitule Solitude, mais elle cherchait un peu l'essentiel de l'être humain, juste avec un vertical et un horizontal. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle a fait plusieurs tableaux dans cette optique-là, mais elle a fait aussi des petites écritures qui rappellent un peu le travail de Françoise Eliette et Henri Michaud. Elle a fait aussi des portraits avec des vêtements chiffonnés et repeints, ou juste chiffonnés et cousus peut-être. Il y a du papier aussi, non, il me semble. Et du papier. Et, bon, c'est une artiste aussi qui a été un peu oubliée, je dirais, et sur laquelle Aline Dallier a consacré des beaux articles. Je crois qu'elle faisait partie de l'Oulipo. Oui. Et de Loupimpo. Moi, j'ai connu comme ça. Oui. Son nom. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai entendu parler d'elle. C'était qu'il n'était pas seul, il n'est pas seul, il avait tout un groupe d'amis avec elle. Donc, voilà, ça c'est la fatigue. Il faut que je ne sais plus ce que. Enfin, je sais bien, mais je ne sais plus comment expliquer le Opimpo. C'est une abréviation pour. C'est Oulipo avec peinture à la place de. C'est ouvert de peinture potentielle. Ah oui. D'accord. Peinture potentielle. Il fait partie du mouvement de l'Oulipo en littérature. Et voilà, donc il y a juste. Il reste 3 artistes, merci. Alors, donc, tout le monde n'est pas forcément lié au féminisme. Enfin, les œuvres n'expriment pas toutes quelque chose sur le féminisme. Donc, il y a Sarah Roth, une photographe, un sculpteur et photographe. Donc, c'est elle qui a fait la photo Y, tout en haut. Donc, elle a fait. Au début des années 70, elle s'est fait connaître avec des sculptures en résine. C'est un travail sur la lumière et la couleur. Après, comme la résine était vraiment trop toxique, elle ne pouvait pas continuer à l'utiliser. Donc, elle a passé à la photo, elle a exploré la lumière. Et donc là, ce sont des écritures dans le ciel. En fait, elle était dans un bateau, elle posait l'appareil photo, donc c'est une prise qui est très très longue. Donc elle a posé l'appareil photo, et le bateau a bougé comme ça. Et donc c'est la lumière de la lune qui a fait cette écriture dans le ciel. Et en fait, elle avait fait tout un alphabet, il me semble, et aussi des photos avec plusieurs mots différents. Voilà. So beautiful. It is. It's amazing. Et les 3 photos là,
Alors, ce sont des œuvres de Nancy Wilson Paget, qui est américaine. De son nom, au départ, c'était Nancy Kitchell. Donc, elle était l'une des membres fondatrices de la galerie Ayer à New York. Puis, elle a rencontré Aline Dallier. Aline Dallier elle est partie à New York au début des années 70. Elle a rencontré les femmes de cette galerie. Elle est devenue amie avec cette Nancy Kitchell et a même organisé sa première expo ici à Paris, à la Galerie Germain, en 74, je crois. Alors, donc nous avons eu de la difficulté à entrer en contact avec Nancy Wilson Paget et à trouver des œuvres d'elle. Donc, il paraît qu'elle est décédée, mais tout ça est entouré de mystères. C'est très curieux parce qu'à une époque on la voyait beaucoup. Et oui, c'est elle qui faisait beaucoup de cyanure bleu là, non? Tout à fait, c'était. Je n'avais pas du tout pensé qu'elle était décédée. Ça me fait presque un choc. C'est assez mystérieux. On n'arrive pas à avoir des informations là-dessus du tout. Ah, ça alors, c'est incroyable. Donc, du coup, c'est Arnaud qui a entré en contact avec son ancienne galeriste à Paris, qui nous a donné ces 3 photos pour l'expo. Donc, ça vient d'une période où elle expérimente des techniques anciennes de la photo. Oui, oui, tout à fait. Là. Très, très beau. Alors, j'en suis épatée. Et bon, il y a un lien avec les pictorialistes, enfin les photographes un peu romantiques. Fin du 19e, elle voulait chercher cette atmosphère un peu mystérieuse dans les photos. Et puis peut-être, je crois que j'ai parlé de tout le monde, il y a juste Milvia Maglione, donc il y a la sérigraphie qui est tout en haut, au-dessus de la porte. Oui. En fait, Maglione, c'était une artiste qui faisait beaucoup d'œuvres textiles et on aurait aimé avoir une œuvre comme ça d'elle parce que c'était vraiment une artiste qui cherchait à revaloriser toutes les pratiques domestiques des femmes à partir du textile ou de l'assemblage d'objets, des choses comme ça. On n'a pas pu avoir une œuvre. Donc Arnaud a trouvé cette sérigraphie, donc qui, c'est toujours un peu dans son esprit ludique ou un peu décoratif. Il me semble qu'elle a fait des illustrations pour des livres d'enfants. Voilà, donc ça évoque cet univers-là. Ah oui. Alors, voilà, je pense que c'est tout. Ah oui. Ah non, excusez-moi. Encore une œuvre. Donc, Vera Molnar, qui était une amie de longue date aussi de Aline Dallier et aussi de son ami, de son mari, Franck Popper, qui était spécialiste de l'art cinétique et de nouvelles technologies. Oui. Et Vera Molnar, elle était l'une des pionnières de l'utilisation de l'ordinateur pour la création artistique. Donc là, ce sont trois œuvres plutôt récentes. Comment procède-t-elle? Je crois qu'elle doit elle-même définir des programmes qui vont expérimenter plusieurs, d'innombrables compositions, à partir d'un algorithme. Je ne sais pas du tout comment ça marche, comment ça fonctionne, mais c'est l'ordinateur qui peut aller beaucoup plus vite qu'elle-même en dessinant. Donc, l'ordinateur va lui proposer des compositions qu'elle va reprendre par la suite à la main. Voilà, mais elle fait, elle se sert de l'ordinateur, mais elle dessine, elle peint, elle fait des papiers découpés. C'est une artiste d'une très très grande inventivité en fait. Voilà. Bon, je m'arrête là. Ça mérite des applaudissements, oui.